ma femme, en talons et rouge à lèvres, est passée devant notre fils de 5 ans qui avait une respiration sifflante, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Alors, surveille-le ». C'est à ce moment-là que j'ai cessé de reconnaître Marissa. Notre fils Léo était recroquevillé sur le canapé sous sa couverture à dinosaure, les joues rouges, sa petite poitrine peinant pour chaque respiration. Il était asthmatique, alors quand il tombait malade, je ne prenais jamais ça à la légère. Un rhume pouvait devenir dangereux avant même la fin du dîner. Je venais de vérifier sa température quand Marissa est descendue, habillée comme si elle se rendait à une soirée sur un toit-terrasse, robe noire, boucles d'oreilles en or, cheveux coiffés, et un parfum si puissant qu'on le sentait dans le couloir avant même qu'elle n'arrive. Je l'ai dévisagée, « Où vas-tu » Elle a retiré une peluche de sa manche comme si ma question l'ennuyait, c'est l'enterrement de vie de garçon de Candan ce soir. Candan était son ex. Pas un vieil amour de lycée dont elle riait une fois par an. Candan était l'homme qu'elle appelait quand nous nous disputions. L'homme dont le nom changeait la température de notre cuisine. J'ai regardé Léo. Il dormait la bouche ouverte parce que son nez était bouché. À quelques respirations d'intervalle, un sifflement ténu s'échappait de sa poitrine. Marissa, Léo a à peine assez d'air pour respirer. Elle a vérifié son rouge à lèvres dans le miroir. Alors, surveille-le. Il n'a pas besoin de nous deux ce soir. Non, Grant, tu as besoin que je me sente coupable. Ce n'est pas la même chose. Cette phrase m'a glacé le sang. Je me suis approché, baissant la voix parce que Léo s'agitait quand les adultes se disputaient. C'est ton fils. Elle s'est retournée, agacée maintenant. Et tu es son père. Agis en conséquence. J'ai dit, ce n'est pas le soir pour aller boire avec ton ex. Son regard s'est durci. Candan a été là pour moi à travers beaucoup de choses. Je ne vais pas disparaître de sa vie simplement parce que tu manques d'assurance. Il va se marier. Elle a souri, mais sans aucune chaleur. Exactement. C'est la dernière nuit où les choses peuvent être normales. Avant que je puisse répondre, Léo a toussé dans son sommeil. C'était une toux rauque et grasse, du genre qui faisait se replier son petit corps sur lui-même. Marissa lui a jeté un regard. Puis elle a pris son sac et elle est partie. Pendant quelques secondes, je suis resté là, à écouter sa voiture quitter l'allée. Je voulais croire qu'elle ferait demi-tour au coin de la rue. Je voulais croire qu'elle appellerait pour dire qu'elle avait été égoïste pendant 5 minutes, mais qu'elle rentrait à la maison. 40 minutes plus tard, Léo s'est réveillé en toussant si fort qu'il a vomi sur sa couverture. Je l'ai porté jusqu'à la salle de bain, j'ai nettoyé son visage, changé son t-shirt, et j'ai senti la panique commencer à me nouer la gorge. Sa respiration était plus rapide maintenant. Ses lèvres n'étaient pas bleues, mais son regard était vitreux et effrayé. « Papa » a-t-il murmuré, « j'ai mal à la poitrine. » J'ai appelé la ligne d'assistance pédiatrique. L'infirmière m'a demandé de tenir le téléphone près de lui, ce que j'ai fait. Léo a pris 3 petites respirations, chacune semblant plus serrée que la précédente. La voix de l'infirmière a changé immédiatement. « Monsieur, emmenez-le aux urgences maintenant. » D'une main, j'ai envoyé un texto à Marissa, pendant que de l'autre, je mettais les chaussures de Léo. « J'emmène Léo aux urgences, appelle-moi maintenant. » Pas de réponse. Je l'ai appelé. Messagerie vocale. J'ai rappelé depuis l'allée. Messagerie vocale. Au premier feu rouge, j'ai appelé une 3e fois. Messagerie vocale. À l'hôpital, ils ont agi vite, trop vite pour que ce soit rassurant. Une infirmière a clipsé un moniteur au doigt de Léo, une autre a écouté sa poitrine. Un médecin a diagnostiqué une bronchite avec une crise d'asthme, et ils l'ont mis sous oxygène. Léo paraissait minuscule dans ce lit. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, faibles mais confiants. « Où est maman » a-t-il demandé. J'ai regardé mon téléphone. Rien. « Elle va bientôt appeler » ai-je dit. Je me suis détesté de dire ça. J'ai de nouveau envoyé un texto à Marissa depuis la chaise en plastique à côté de son lit. Il est sous oxygène. Appelle-moi. S'il te plaît. À 22h03, Léo avait enfin cessé de pleurer. L'oxygène l'aidait, mais chaque bip du moniteur me serrait encore l'estomac. À ce moment-là, j'avais appelé Marissa 3 fois et envoyé 2 textos. Mon téléphone s'est allumé. Ce n'était pas Marissa.
C'était Instagram. Quelqu'un l'avait identifié dans une story. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le savais. Mais mon pouce a bougé avant que mon cerveau ne puisse l'arrêter. Elle était là. Ma femme était assise sur les genoux de Candan dans une salle de karaoké privée, riant la tête renversée en arrière. Une écharpe en plastique barrait sa poitrine. La légende disait, le sourire de la dernière nuit de liberté emoji corne. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. L'horodatage indiquait 12 minutes après mon troisième appel manqué. J'ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Quelque chose en moi s'est tu. Mais le silence ne signifiait pas la fin. Je l'ai appelé quand le médecin a changé le médicament de Léo. Je l'ai appelé quand Léo s'est réveillé, effrayé. J'ai appelé de nouveau avant sa sortie. Chaque fois, la messagerie vocale. D'autres stories sont apparues au cours de la nuit. À 23h48, le bras de Candan était autour de sa taille. À minuit 22, on lui versait du champagne dans la bouche pendant que mes appels restaient sans réponse. Quand j'ai arrêté, le journal des appels manqués comptait 11 entrées. Je travaille dans les enquêtes d'assurance. Mon travail n'est pas spectaculaire. Il est patient. C'est de la paperasse. C'est trouver le seul détail qu'un menteur a oublié de cacher. Marissa avait toujours trouvé ça ennuyeux. Cette nuit-là, l'ennui est devenu utile. À 1h18 du matin, alors que Léo dormait avec la lueur du moniteur d'oxygène à côté de lui, mon application bancaire a envoyé une alerte. 742 $ débités du compte d'urgence commun. J'ai cligné des yeux. Ce compte n'était pas pour le plaisir. C'était pour les médicaments de Léo, les visites chez le médecin, les frais de scolarité, les réparations de voitures, les vraies urgences. Marissa et moi en avions convenu après la première grosse crise d'asthme de Léo. Le commerçant était une société d'événementiel privé. J'ai ouvert les détails. Elle avait utilisé la carte d'urgence enregistrée pour aider à payer le forfait de l'enterrement de vie de garçon de Candan. Pendant une seconde, mes mains ont tremblé si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Notre fils était dans un lit d'hôpital. Ma femme achetait des extras pour la fête de son ex. J'ai inspiré lentement. J'ai expiré encore plus lentement. J'ai tout sauvegardé. Les papiers d'admission aux urgences. Les instructions de sortie. Le journal des appels manqués. Les textos sans réponse. La story Instagram. Le débit bancaire. Le bracelet d'hôpital de Léo. J'ai pris une photo de Léo endormi dans le lit d'hôpital. Pas pour la poster. Pas pour faire honte à qui que ce soit. Juste parce que je connaissais Marissa. Au matin, d'une manière ou d'une autre, tout cela deviendrait ma faute. À 2h12 du matin, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu? Je pense que votre femme et mon fiancé nous mentent à tous les deux. Je me suis redressé. Qui est-ce? Ai-je répondu. La réponse est venue rapidement. Juliette. La fiancée de Candan. Elle a dit qu'elle avait eu mon numéro sur la liste des confirmations de présence pour le mariage. Marissa nous avait inscrits tous les deux il y a des semaines, à l'époque où elle prétendait encore que Candan n'était qu'une partie de son passé. Puis Juliette a envoyé un autre message. J'ai trouvé des photos de ce soir. Candan m'a dit que c'était juste entre mecs, mais votre femme est sur la moitié d'entre elles. Je vous contacte parce que j'ai besoin de savoir si je suis folle. Avant que je puisse taper, elle en a envoyé un de plus. Je ne cherche pas les ennuis, Grant. Je suis à 2 jours d'épouser cet homme. Si vous avez des preuves, envoyez-les. Sinon, j'ai aussi besoin de le savoir. J'ai regardé Léo. Sa petite poitrine se soulevait sous la couverture de l'hôpital. J'ai envoyé une photo à Juliette, le bracelet d'hôpital de Léo. Puis j'ai envoyé les papiers d'admission aux urgences. Pendant près d'1 minute, elle n'a pas répondu. Puis, je suis désolé. Je ne savais pas qu'un enfant était impliqué ce soir. Elle m'a dit qu'un des témoins de Candan avait posté la salle de karaoké dans une story privée et qu'un autre lui avait transféré des photos après que Candan ait cessé de lui répondre. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a commencé à se remplir de photos. Marissa à côté de Candan dans la salle de karaoké, le bras de Candan autour de sa taille, sa main sur sa poitrine,
une autre photo de penchés trop près l'un de l'autre au-dessus de leur verre. Sur une photo, l'écharpe en travers de la poitrine de Marissa disait « Équipe de la mariée », mais quelqu'un avait barré « Équipe » au marqueur noir et écrit « Presque ». J'ai senti quelque chose se déchirer en moi. Juliette m'a ensuite envoyé des captures d'écran. L'iPad de Candan était toujours dans leur appartement, synchronisé avec son téléphone. Chaque message qu'il envoyait à Marissa s'affichait dessus toute la nuit. Candan avait texté Marissa plus tôt dans la journée. Ce soir décide de tout. Marissa avait répondu, après ce soir, Grant ne pourra plus prétendre que nous sommes encore une famille. J'ai lu cette ligne 3 fois. Un autre message suivait. Léo est malade, mais Grant dramatise. Il fait toujours ça quand il veut avoir le contrôle. Mon fils était sous oxygène quand elle tapait ça. Juliette a écrit, est-ce qu'elle vous a dit que c'était juste un dîner et quelques verres? J'ai répondu, oui. Elle a répondu, alors elle nous a menti à tous les deux. J'ai tapé en retour, si elle ment à propos de ce soir, est-ce que je peux les utiliser? Juliette a répondu, utilisez tout. J'en ai assez de protéger des gens qui m'humilient en public. J'ai ramené Léo à la maison à 2h40 du matin. Il était épuisé, pas les collants. Je lui ai donné le médicament prescrit par le médecin, j'ai changé ses draps et j'ai installé l'humidificateur près du canapé parce qu'il voulait dormir là où il pouvait me voir. Marissa n'était toujours pas rentrée. À 4h07 du matin, la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est entrée en titubant, pieds nus, talons dans une main, téléphone dans l'autre, riant de quelque chose sur son écran. Le rire a cessé quand elle m'a vu à la table de la cuisine. La maison était sombre, sauf pour la lumière au-dessus de moi. Sur la table, j'avais placé le bracelet d'hôpital de Léo, les papiers de sortie, mon journal d'appel manqué, l'alerte bancaire, la capture d'écran d'elle sur les genoux de Candan, les messages que Juliette avait envoyés. Les premiers mots de Marissa n'ont pas été « Comment va Léo ?» Elle a dit « Pourquoi es-tu assis dans le noir comme un psychopathe ?» Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Léo était aux urgences. Son visage a changé l'espace d'une demi-seconde. Puis elle s'est reprise. D'accord, ne le dis pas comme ça. Comme quoi? Comme si je l'avais abandonné. J'ai tapoté le journal des appels manqués. Comment appellerais-tu 11 appels sans réponse? Elle a laissé tomber ses talons près de la porte. J'appellerai ça toi, essayant de gâcher la seule soirée que j'avais demandée. J'ai gardé une voix basse. Ton téléphone était éteint. Oui. À 22h03. Elle s'est figée. Quoi? À 23h48. Grant. À minuit 22, quand Candan a posté la vidéo du champagne coulant dans ta bouche. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es sérieusement en train de m'interroger pendant que notre fils est malade? Non, ai-je dit. Je suis en train de te regarder prouver que tu savais qu'il l'était. Ça a fait mouche. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse rapide. J'ai tourné le téléphone vers elle et lui ai montré les messages de Juliette. Pourquoi Candan pensait-il que ce soir décidait de tout? Marissa est restée immobile. J'ai demandé, et pourquoi as-tu utilisé la carte d'urgence de Léo pour payer sa fête? Sa voix a baissé. Alors maintenant, tu suis aussi le compte d'urgence? J'ai ri une fois. Un rire vide. Notre fils était sous oxygène, Marissa. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais pas de la manière dont les gens pleurent quand ils sont désolés. C'était le regard qu'elle avait quand elle perdait le contrôle de la situation. J'avais besoin d'une soirée où je n'étais pas seulement la mère de quelqu'un. J'ai regardé le bracelet d'hôpital entre nous. Tu as choisi la pire soirée possible pour prouver que tu ne l'étais pas. Elle a dormi dans la chambre d'amis. Je n'ai pas dormi du tout. À midi, mon téléphone a commencé à se remplir de messages. Sa mère a été la première. Marissa dit que tu l'as punie pour avoir des amis. Sa sœur a suivi. Empêcher une femme d'assister à un événement majeur de la vie, c'est de la manipulation. Sa meilleure amie a envoyé « Mêler ton gamin malade à ta jalousie est dégoûtant ». J'ai fixé les messages, mon café refroidissant à côté de moi. Marissa n'avait pas demandé comment Léo avait dormi. Elle n'avait pas demandé s'il avait besoin d'un autre traitement. Elle avait lancé une campagne. Alors j'ai attendu.
Les gens comme Marissa font toujours un coup de plus. Ils ne peuvent pas se contenter de mentir. Ils ont besoin d'applaudissements pour leurs mensonges. À 12h37, elle a posté dans le groupe de discussion familiale. Grant fait passer la toux de Léo pour une urgence de vie ou de mort parce qu'il ne supporte pas que j'ai des amis masculins. Personne n'a encore répondu. Puis elle a ajouté, il ne voulait même pas emmener Léo chez le médecin avant que je rentre. Maintenant, il fait comme si je les avais abandonnés. Le voilà. Le coup de plus. J'ai téléchargé une photo. Le bracelet d'hôpital de Léo à côté des papiers de sortie des urgences. Puis une autre capture d'écran. 11 appels manqués. Puis le débit bancaire du compte d'urgence. Le groupe de discussion est devenu silencieux. La mère de Marissa a commencé à écrire. C'est arrêté. A recommencé à écrire. C'est arrêté. J'ai téléchargé la dernière capture d'écran que Juliette m'avait déjà autorisé à partager. Le message de Marissa à Candan. Léo est malade, mais Grant dramatise. Il fait toujours ça quand il veut avoir le contrôle. En dessous, j'ai écrit, il était sous oxygène quand elle a envoyé ça. Personne n'a répondu. Pas une seule personne. Ce silence était différent de la paix. C'était comme une pièce où tout le monde avait enfin vu le corps sur le sol et ne savait plus où regarder. Plus tard dans l'après-midi, Juliette m'a de nouveau envoyé un message. Il y a un brunch de bienvenue pour le mariage demain. La famille de Candan sera là. Si tu es d'accord, apporte tout. J'ai fixé ces mots un moment. Je ne voulais pas de scène. Je ne voulais pas crier dans un country club pendant que des inconnus filmaient avec leur téléphone. Mais Juliette méritait la vérité avant d'épouser Candan. Ayant passé des années à gérer en privé les aspects embarrassants de Marissa, j'en avais fini avec ça. Ce soir-là, j'ai tout imprimé et mis dans un dossier. Marissa se tenait à l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« J'organise. » »« Pourquoi ? » ?»« Pour les gens qui méritent encore la vérité. » Son visage s'est crispé. « Tu ne t'approcheras pas de ce brunch. » J'ai continué à trier les papiers. « Tu as dit à tout le monde que je manquais d'assurance, j'adorerais soutenir votre amitié. » Elle s'est approchée. « Tu vas te ridiculiser. » Je l'ai regardé. « Non, Marissa, j'en ai fini de gérer tes moments embarrassants en privé. Je pensais que la honte la garderait à la maison. J'avais oublié que Marissa ne fuyait pas le feu, elle le déclenchait. Elle y entrait et accusait tout le monde pour la fumer. Le lendemain matin, elle s'est habillée pour ce brunch comme si elle assistait à un enterrement. Le country club était lumineux, cher et d'une politesse étouffante. Nappe blanche, petite pâtisserie, flûte de champagne, des gens souriant avec leurs dents mais observant avec leurs yeux. Candan m'a vu le premier. Il portait un blazer beige et ce genre de sourire narquois que les hommes utilisent quand ils pensent que les femmes les regardent. Marissa a pâli. Juliette se tenait près de l'entrée de la salle, calme d'une manière qui rendait tout le monde nerveux. Elle avait une coiffure parfaite, une robe crème et des yeux qui semblaient n'avoir pas dormi. Candan avait clairement préparé le terrain avant mon arrivée. Peut-être que Marissa l'avait aidé, je le sentais dans les regards. La plupart des gens dans la salle pensaient que j'étais le problème. Le mari jaloux, l'instable, l'homme qui ne supportait pas que sa femme ait un passé. Juliette a levé son verre. Elle a porté un toast à la loyauté, à la maturité, à laisser le passé là où il doit être. Candan a souri comme s'il avait compris le message. Puis il a tendu la main et a serré l'épaule de Marissa. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Sans crier. Sans trembler. Sans spectacle. J'ai marché jusqu'à Juliette et je lui ai tendu le dossier scellé. Mon fils était aux urgences la nuit dernière, ai-je dit, assez fort pour que les tables les plus proches puissent entendre, pendant que votre fiancé demandait à ma femme si elle le choisirait encore. La pièce s'est figée. J'ai continué, je ne suis pas ici pour gâcher votre mariage. Je suis ici parce que personne ne m'a prévenu avant que je me marie. Marissa a murmuré, Grant, ne fais pas ça. Je me suis tourné vers elle. Tu n'es pas allé à un enterrement de vie de garçon. Tu es allé à une audition. Le plus triste, c'est que tu n'as même pas eu le rôle. Candan s'est levé, les chaises raclant derrière lui. Mec, tu dois te calmer.
Je l'ai regardé. Mon fils avait besoin d'oxygène. Tu avais besoin d'applaudissements. Ne confonds pas les urgences. Personne n'a bougé. Juliette a ouvert le dossier. Je ne suis pas resté pour la regarder lire. J'avais dit ce qui devait être dit. Les secrets étaient de retour chez leur propriétaire. 20 minutes plus tard, Marissa m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Ces textos sont arrivés les uns après les autres. Tu n'avais pas le droit. Tu m'as fait passer pour un monstre. Réponds au téléphone. J'étais à la maison, assis à côté de Léo pendant qu'il regardait des dessins animés, sa couverture tirée jusqu'au menton. Sa respiration était meilleure, pas parfaite, mais régulière. C'était le seul son dans la maison qui m'importait. Le reste m'est parvenu par Juliette. Le brunch s'est effondré à huis clos. Candan a essayé de nier les messages jusqu'à ce que Juliette lui montre les captures d'écran. Ses parents étaient furieux, les siens étaient pires. Mais le coup de grâce n'est pas venu de moi. Un des témoins de Candan, en colère parce que Candan l'avait arnaqué sur les frais d'hôtel, a envoyé à Juliette une vidéo de la fête. Dedans, Candan était ivre et riait. Il disait que Marissa avait toujours été la bonne, que Juliette n'était que la version améliorée. Cette phrase a mis fin au mariage. Mais cela a brisé Marissa d'une manière différente. Parce que lorsque Juliette a tout annulé, Candan n'a pas défendu Marissa. Il s'est retourné contre elle. J'ai appris plus tard que cela s'était produit sur le parking du country club, avec les invités faisant semblant de ne pas regarder. Marissa a pleuré, tu m'as dit que tu m'aimais encore. Candan a répondu, j'étais ivre, tu étais censée être plus intelligente que ça. Elle a dit, tu as dit que ce soir décidait de tout. Il a répliqué, ouais. Et regarde ce que tu as décidé. C'était la vérité qu'elle avait fui. Elle avait brûlé son foyer pour un homme qui voulait juste se sentir choisi avant d'en épouser une autre. Elle n'avait pas choisi Candan. Candan ne l'avait pas choisi. Ce soir-là, Marissa est rentrée furieuse. Pas désolée, furieuse. Elle a fait irruption dans le salon, pendant que je pliais la couverture de Léo. Il dormait sur le canapé, respirant enfin par le nez. Tu m'as humilié, a-t-elle sifflé. Non, ai-je dit, j'ai rendu leur secret à leur propriétaire. Tu as gâché le mariage de Candan. Candan a gâché le mariage de Candan, tu as juste fourni le service traiteur. Son visage s'est tordu. Tu t'es servi de Léo pour me punir. C'est la seule fois où ma voix s'est élevée. Léo était haletant dans un lit d'hôpital, demandant pourquoi maman ne répondait pas. N'ose pas prononcer son nom comme s'il était un accessoire que j'ai ramassé après que tu aies fini de t'en servir comme excuse. Elle s'est tue. Pour la première fois, elle avait l'air plus petite. Puis elle l'a répété, plus doucement cette fois. J'avais besoin d'une soirée où je n'étais pas seulement la mère de quelqu'un. Je l'ai regardé et j'ai senti le dernier fil se rompre. Tu avais un fils malade et un mari qui t'appelait depuis les urgences. Tu n'étais pas piégée dans la maternité, Marissa. On te demandait de répondre au téléphone. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Mon avocat a demandé la garde principale temporaire en se basant sur les appels d'urgence ignorés, la visite à l'hôpital, l'utilisation abusive des fonds d'urgence de Léo, ses messages minimisant son état, et les mensonges qu'elle a racontés par la suite. Marissa pensait qu'elle pourrait tout expliquer. Elle a dit, je ne savais pas que c'était une urgence. Mon avocat a posé une seule question. Comment auriez-vous pu le savoir, Madame Avery, si vous avez rejeté chaque appel? Elle n'a pas eu de réponse. Quelques jours plus tard, elle est revenue à la maison en pleurant. Cette fois, elle n'est pas entrée en trombe. Elle se tenait sur le porche, les yeux gonflés et les mains tremblantes. Tu as tout rendu public, a-t-elle murmuré. J'ai ouvert la porte juste assez pour lui tendre un dossier scellé. À l'intérieur se trouvait la demande de garde, l'avis de gel du conjoint, et l'adresse où j'avais déposé sa valise pour qu'elle la récupère. Derrière moi, Léo dormait sur le canapé, en sécurité sous sa couverture à dinosaure. Marissa a regardé par-dessus mon épaule. Grant, s'il te plaît, j'ai fait une seule erreur. J'ai secoué la tête. Non, tu as fait un choix, 11 fois. Elle m'a regardé, confuse. J'ai tapoté le journal des appels manqués sur le dessus du dossier. Chaque appel que tu as ignoré était un autre choix.
Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai dit, tu as eu une soirée pour toi. Je choisis toutes les nuits après celle-ci pour lui. Puis j'ai fermé la porte. Pendant un long moment, je suis resté là, la main encore sur la serrure, écoutant la maison silencieuse derrière moi. J'ai pensé aux appels, aux lumières de l'hôpital, aux photos de la fête, et à tous les petits silences qui s'étaient accumulés avant cette nuit. J'avais passé des années à essayer de maintenir notre famille unie en ravalant ce qui me faisait mal. Quand la petite main de Léo a cherché la mienne dans ce lit d'hôpital, tout est devenu simple. Certaines portes ne se ferment pas parce que vous êtes en colère. Elles se ferment parce que quelqu'un, derrière vous, est enfin en sécurité.